Bonsoir, mercredi 6 mai 2015, il est l'heure du journal de la rédaction comme chaque soir, du lundi au vendredi. Voici les principaux titres de l'actualité locale. Le club de tennis de table d'Elancourt qui vient d'annoncer la fin de son aventure en Pro A. Si les résultats sont bien là, le manque de moyens explique les choix des dirigeants, sponsors, collectivités locales n'apportent pas assez de garanties pour l'avenir. Les rêves en couleur, c'est le thème de la journée mondiale du coloriage qui se déroule aujourd'hui. Un fabricant de produits d'écriture et de peinture en est à l'origine afin de récolter des dons pour l'association SOS Village d'enfants. Et puis, à Voisin-le-Bretonneux, les salariés d'Europecar qui sont toujours mobilisés. Ils ont saisi le tribunal pour faire annuler le projet d'externalisation de la direction. Les salariés du service informatique d'Europecar International ont donc repris le travail malgré cette mobilisation. Reprise du travail le 22 avril dernier, après un mois de grève pour protester contre l'externalisation de leur service à compter du 1er juin. Une externalisation qui toucherait 50 personnes. La décision est maintenant entre les mains de la justice. Hier, 24 membres du service étaient présents au tribunal des prud'hommes de Rambouillet avec pour objectif de faire annuler tout simplement ce projet. On les soupçonne de vouloir faire cette externalisation au lieu de faire ce qu'ils appellent un PSE. Nous, ce qui nous allait pas, c'était que on nous fasse quitter Europcar. Ils ne veulent plus de nous. Alors d'accord, on ne perd pas notre emploi. Ils disent eux-mêmes, ils répondent que on garde nos salaires, on garde notre contrat. Mais ce n'est pas une raison. D'abord, on n'est pas assuré de notre avenir dans les sociétés de services. Et ensuite, on n'a rien demandé, on n'a pas demandé ça. Hier matin, nous étions prud'hommes au conseil des prud'hommes de Rambouillet. Notre avocat a défendu l'idée que cette externalisation n'était pas légale, que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'elle puisse se faire. On attend la décision le 26 mai et on reste vigilant sur tout ce qui se passe. Comment ça va se passer à Capgemini, quels seront nos statuts. On suit tout ça de près. On reste sur le pied de guerre, j'ai envie de dire. C'est officiel, le club de tennis de table d'Elancourt qui a décidé d'arrêter sa section élite dames pour raisons économiques à la fin de la saison. Les Elancourtoises qui ont donc disputé hier soir, mardi, leur tout dernier match en Pro A au plus haut niveau face aux championnes en titre, championnes de France. Metz, le reportage est signé Mickaël Elmidoro et William L. C'est un petit séisme dans le monde du tennis de table en France. La section féminine élite d'Elancourt ne sera plus en Pro A l'année prochaine pour des raisons économiques. Les dirigeants viennent d'annoncer cette décision malgré la très belle 5e place de l'équipe dans ce championnat de France. La structure ne peut plus supporter les frais de fonctionnement de la section. Il faut savoir qu'une équipe pro, c'est des déplacements importants avec beaucoup de journées, c'est des conditions d'accueil, c'est également des joueuses rémunérées. Et pour une structure amateur telle que la nôtre, les sponsors n'étant pas forcément au rendez-vous, toutes les collectivités ne nous aidant pas à hauteur espérée, on est obligé de faire un choix et d'arrêter. C'est une décision de notre part d'arrêter la pro. Selon les dirigeants, les subventions versées par les collectivités territoriales ne sont pas à la hauteur d'un club de Pro A. La pilule a du mal à passer quand même, quoi. On est quand même l'équipe dans le département des Yvelines qui évolue hormis le PSG, parce que je ne compte pas le Paris Saint-Germain, mais on est un club qui évolue au plus haut niveau national en France. On va faire 5e de Pro A cette année, ce qui est une excellente saison. Et on arrive à avoir aucune aide sur cette équipe-là. Une décision qui a un impact direct sur les joueuses élancourtoises. Les membres de cette équipe doivent s'expatrier aux 4 coins de l'Hexagone pour continuer à pratiquer leur sport au plus haut niveau. J'ai demandé, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas parce que ils ont déjà recruté. J'ai demandé à Schilti Game en Alsace. On attend parce qu'on ne sait pas s'ils vont monter en Pro B. Ça va être la Pro B, moi je pense. Ça ne va pas être la Pro A, donc je vais voir. Dernier match en Pro A pour Elancourt le 26 mai prochain contre Saint-Quentin dans l'Aisne. Le club redescendra ensuite en national dès la saison prochaine. Aujourd'hui, mercredi, pose de la première pierre de l'entrée du nouveau quartier de Villaroy à Guyancourt. Le chantier en face du Technocentre a débuté en janvier. Il se déroule sur un périmètre de 20 000 m² entre la rue Philippe Delorme et l'avenue Léon Blum. Le projet a coûté près de 40 millions d'euros, en majorité des investissements privés. Il comprend un hôtel, 83 logements privés, une maison de santé pluridisciplinaire ou encore des commerces et un parking. Première étape des travaux qui doit s'achever en 2016, la seconde en 2017 avec l'intégration d'autres commerces.
commerces ainsi que des logements et des nouveaux bureaux. Un projet d'envergure qui a reçu le prix de la pyramide d'argent. C'est une récompense pour les meilleurs programmes immobiliers régionaux répondant à des critères de performance thermique, d'intégration environnementale, de durabilité, d'esthétique et d'innovation. Écoutez Hubert Godet, c'est l'architecte de ce projet au micro de Florane Parfait. L'entrée du quartier de Villarroy se décompose sur 2 terrains, donc celui-ci qui est la première tranche et ensuite celui qui est à droite lorsque l'on rentre dans Guyancourt. Et donc l'idée était architecturalement d'avoir une façade qui était très proche dans son esprit entre la partie gauche là qui est la première tranche dans laquelle vous verrez donc l'hôtel et ensuite à droite les bureaux qui auront une architecture qui sera assez similaire. Les rêves en couleur, c'est le thème de la journée mondiale du coloriage qui a lieu aujourd'hui, comme chaque année le 6 mai, créée à l'initiative de la Fondation Staedtler, fabricant de produits d'écriture et de peinture. Cette manifestation rassemble plus d'1 million d'enfants à travers une trentaine de pays. Bonsoir Yves Muller. Bonsoir. Vous êtes le directeur marketing de la Fondation Staedtler. On va tout de suite préciser que cette journée du coloriage qui est très ludique, c'est aussi pour la bonne cause, puisque l'objectif est de récolter des fonds pour SOS Village d'enfants. Absolument. C'est exactement pour ça qu'on fait dessiner les enfants aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, c'est une manifestation qui se passe au niveau mondial, puisque toutes les filiales du groupe Staedtler sont sollicitées, ainsi que les agents commerciaux, de manière à faire dessiner des enfants soit dans des mairies, soit dans des bibliothèques, soit dans des centres de loisirs, et évidemment à l'école, puisque c'est là qu'on trouve le plus d'enfants. Oui, parce que ça se déroule donc aujourd'hui le 6 mai, mais ça peut se prolonger. Dans certaines communes, ce sera un petit peu plus tard. Je pense à Saint-Cyr-l'École, c'était prévu pour aujourd'hui, ça a été décalé pour des raisons d'agenda, ce sera au mois de juin. Concrètement, comment ça se passe? Dessiner pour récolter des fonds? Alors, dessiner pour récolter des fonds, c'est très simple. Il suffit d'avoir des adultes qui sont concernés et qui décident d'organiser une journée du coloriage avec des enfants. Encore une fois, ça peut être à l'école ou ailleurs. Ils soumettent leur projet à la Fondation et la Fondation va décider si oui ou non on peut les intégrer. Et à ce moment-là, nous envoyons un colis dans lequel il y a du matériel de coloriage, du matériel de dessin, il y a des feuilles, il y a des petits cadeaux pour les enfants qui vont participer. Une fois que le dessin est réalisé, on invite les enfants à offrir ce dessin à leurs proches et on demande aux proches de faire un petit don pour SOS Village d'enfants. C'est le but donc au niveau mondial de récolter de l'argent pour cette organisation qui est une des plus connues au niveau mondial. C'est une association qui a pour but de placer des enfants de manière à ce que les fratries ne soient pas séparées. Quand les parents ne sont plus là pour aider les enfants, pour être avec leurs enfants, on fait en sorte avec SOS Village d'enfants que les fratries ne soient pas séparées. Et pour ça, SOS Village d'enfants construit des villages, recrute des personnes, ce qu'ils appellent des mères SOS, et dont le but est d'aider les enfants et de les éduquer comme si c'était leurs propres enfants. Ils vivent 24 heures sur 24 avec eux, ils les emmènent à l'école, ils font les devoirs, ils font des activités de loisirs. C'est une nouvelle famille qui est recréée pour la fratrie. L'opération a été lancée il y a maintenant 7 ans. Vous avez récolté combien depuis? À l'heure actuelle, en France, on en est à 70 000 euros. Et là, on espère casser la baraque pour cette 8e édition. Et ça permet quel type de réalisation concrète? Alors justement, les villages dont je vous parlais, ce sont des villages qui évidemment ont besoin d'être agrandis, d'être embellis, d'être aménagés, d'être rénovés. Et on n'a pas, si vous voulez, un programme spécifique réservé à la Fondation Staedtler, mais c'est SOS Village d'enfants qui dépense cet argent suivant ses besoins. Donc c'est aujourd'hui cette journée mondiale du coloriage qui a été lancée par votre fondation. Ça va se dérouler même jusqu'au 4 juillet, on le disait. Et c'est un grand concours, il y a une adresse qui va s'afficher. Comment ça va se passer pour la partie concours? Alors tous les enfants qui ont dessiné, qui ont envie de participer au concours, envoient ce dessin chez Staedtler et on va réunir un jury qui va choisir les dessins en fonction des tranches d'âge. Il y a 3 tranches d'âge et en fonction de ça, c'est pas vraiment parce que le dessin est le plus beau, mais c'est peut-être le dessin qui va être le plus porteur d'émotions, qui va nous faire plaisir et qu'on va récompenser. Je redonne cette adresse postale pour envoyer cette journée mondiale du coloriage. 64 rue Ernest Renan à Nanterre, 92 000 Nanterre. Adresse qui devrait s'afficher dans un instant. Je vous la redonnerai d'ici à la fin de cet entretien. Le thème de cette année, on n'en a pas parlé, c'est le rêve en couleur. Rêve en couleur, absolument, parce qu'il faut toujours avoir une part de rêve. Et ça, c'est pour les petits comme pour les grands, même nous avons besoin encore d'une belle part de rêve. Et donc on demande aux enfants d'imaginer leurs rêves ou de retranscrire les rêves qu'ils ont eus du moment qu'ils sont en couleur.
C'est une opération qui est mondiale, c'est-à-dire que le coloriage fonctionne très bien quel que soit le pays? C'est une des activités qui est vraiment, on ne peut pas dire internationale, mais qui est universelle. Oui, tout à fait. Il y a des pays où ça marche mieux que dans d'autres? Vous allez peut-être être surpris, mais c'est en France qu'on a les meilleurs résultats au niveau européen. Et nous sommes devant même notre société mère qui est allemande. Nous sommes même devant les Allemands au niveau de la collecte de dons. Si je vous pose cette question, c'est parce que la société travaille sur tous ces petits outils qui permettent de faire du coloriage, qui permettent de dessiner et d'écrire. Et ça marche plutôt bien malgré la concurrence des tablettes, par exemple? Ça reste dans l'éducation des enfants, il reste évidemment une part très importante pour le développement de la motricité, qui est l'écriture, qui est le dessin, qui est le travail manuel aussi, faut pas oublier, les pâtes à modeler, les choses comme ça. Mais le dessin est extrêmement important parce que ça permet d'exprimer pour l'enfant ce qu'il ressent à un moment donné. On sait très bien que malheureusement, on va parler de choses pas très très gaies, mais après un traumatisme, on fait dessiner des enfants pour savoir ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux-mêmes. Et voilà. Alors ça, c'est le mauvais côté, mais il y a aussi le côté, on est content de dessiner, ne serait-ce que pour faire un dessin pour ses parents, et là pour d'autres enfants. Quels sont les bienfaits du coloriage? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui dans les rues de Saint-Quentin-d'Yvelines. C'est notre question du jour, micro-trottoir. Les art-thérapies qu'ils font aujourd'hui, c'est super, effectivement. Ça permet à l'enfant de se concentrer d'une part, et puis je pense que ça leur permet d'avoir une certaine motricité fine, etc. Ça peut rendre gai, ça peut éveiller l'enfant aussi, c'est certain que ça peut aider dans la jeunesse. J'apprends à colorier, à pas dépasser. Aussi, ça nous aide à écrire. C'est pour tenir bien le stylo, apprendre à écrire en attaché. Et aussi, on utilise plusieurs couleurs pour connaître les couleurs. Ça peut apporter, une certaine détente. Ça nous permet aussi de s'échapper aussi peut-être des soucis quotidiens. Une petite page de coloriage, ça fait du bien. C'est très sérieux le coloriage, même les adultes s'y mettent. Vous êtes adepte du coloriage? Alors moi malheureusement non. Il paraît qu'il y a des cahiers maintenant aujourd'hui, absolument, des livres coloriage pour adultes. Il y a une grande société, Hachette pour ne pas la nommer, qui a développé une collection qui s'appelle Art Thérapie et qui a pour but de faire colorier les adultes pour qu'ils se détendent. C'est un anti-stress, il y a plein de motifs, il y a des dizaines et des dizaines de bouquins qui ont été édités. Et je dois dire que nous on en profite évidemment parce que c'est bien beau d'avoir un cahier à colorier, mais il faut avoir des outils pour colorier. Juste pour revenir sur le numérique que j'évoquais tout à l'heure, vous développez aussi des nouveaux outils, des stylos numériques, des crayons numériques, des choses comme ça? On a, petite parenthèse. Pour les très grands, on a effectivement un stylo numérique qui permet d'écrire sur une feuille de papier et de retranscrire ce que l'on a écrit sur l'ordinateur. Mais ça, c'est réservé vraiment pour les grands. Pour ce qui est un usage, on va dire, plus familial, on a maintenant des crayons graphite qui d'un côté écrivent parce que c'est un crayon graphite, et de l'autre côté, qui ont un petit embout qui permet d'appuyer, de dessiner, de taper sur une tablette numérique, sur un écran tactile, quel qu'il soit d'ailleurs. Mais le coloriage n'est pas mort, vous l'avez compris, c'est aujourd'hui la journée mondiale du coloriage dont nous parlons avec vous, la Fondation Stedler. Peut-être un mot aussi pour conclure sur cette fondation et sur son objectif, sur le but? Alors en fait, Stedler, c'est une société qui n'est pas capitalistique dans le sens où on l'entend, on n'est pas coté en bourse, on n'a pas d'actionnaires. Nous sommes une fondation, c'est quelque chose que l'on retrouve un peu en Allemagne. On a également d'autres exemples comme le Lego qui doit être danois, je crois. Et donc ces fondations sont reconnues d'utilité publique, en échange de quoi elles doivent investir une partie de leurs bénéfices dans l'éducation. Et nous, on soutient des thèses de doctorat dans certaines universités prestigieuses comme celle de Munich, puisque c'est pas très loin de notre maison mère, ou l'usine ou à Erlangen. Et puis il y a cette opération de coloriage, journée mondiale du coloriage. Vous pouvez y participer encore et ce sera pour la bonne cause puisque ce sera pour SOS Village d'enfants. Merci Yves Muller d'être passé sur ce plateau. Culture, à présent, Jean-François Oudry expose ses paysages jusqu'au 5 juillet à la Commanderie des Templiers. C'est à Elancourt, l'artiste peintre qui ne se consacre pas qu'au paysage, malgré tout. Une œuvre surprenante que nous détaille Oriane Prévost. Jean-François Oudry ne travaille pas sur ce qu'il voit dans le réel ou à travers des photographies. Il invente ses paysages. Pour mieux comprendre son travail, Oriane Prévost, médiatrice culturelle, nous a servi de guide. Il représente des paysages qui sont inventés.
Mais dans chacun de ces paysages, eh bien, on peut trouver la trace de l'activité humaine. Alors on ne va jamais trouver d'être humain, l'être humain n'est pas représenté, mais à chaque fois vous avez vraiment la trace, les stigmates de l'activité humaine. Vous allez avoir des trous, des routes, des creux, vous allez avoir des talus. On voit qu'il y a eu quelque chose, peut-être un paysage post-industriel ou alors des paysages agricoles ou des endroits où il y a eu des carrières peut-être. Enfin en fait on voit vraiment ces traces de l'activité humaine. Il y a une volonté de sa part de travailler sur le noir et blanc. Donc véritablement, il a voulu faire cet exercice, mettre en avant le noir et blanc, s'exercer à ce travail. Peut-être aussi, on peut faire une comparaison avec la photographie. On s'aperçoit en regardant bien les œuvres que finalement, il y a de la couleur. Il y a des taches de couleur qui ressortent et en s'approchant, on voit véritablement qu'il n'y a pas du tout que du noir et blanc. Il y a du bleu, du violet, du orange, du vert. Mais effectivement, ce ne sont pas forcément des couleurs très vives et c'est un petit peu dissous dans le tableau. On se rend compte, en fonction du point d'où on regarde le tableau, que certaines choses peuvent sembler très structurées, très précises, et quand on s'en approche, eh bien, finalement, tout est flou. Donc une tache qui, de loin, peut faire penser à un arbre, dès qu'on s'approche un petit peu, mais même sans être à 10 cm, en étant à 50, voire 1 mètre, eh bien, finalement, ça devient qu'une tache parmi d'autres. Une notion de figuratif et d'abstrait dans le travail plastique où Jean-François Audry veut montrer le paysage tel qu'il l'imagine, avec une note toujours de poésie à découvrir jusqu'au 5 juillet. Et pour un point complet sur l'actualité culturelle sur notre secteur, rendez-vous ce mercredi soir, juste après le journal pour Kiosque avec Catherine Zulato. Ce week-end s'est tenue la journée des terroirs et des métiers d'art à Rambouillet, l'occasion de découvrir des artisans d'art qui présentent leur savoir-faire. Alix Velli a débuté dans l'hôtellerie de luxe, puis elle a fondé avec son associé une société de création. Elle confectionne aujourd'hui bijoux et accessoires sur demande. Vous avez des passants qui sont en acier et en cristal de roche, c'est-à-dire du strass. Puis alors c'est précis, hein. Faut que ce soit, mais au millimètre. Il doit y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près 15 actions pour faire le bracelet. Tout ce qui est mis comme ingrédient, c'est du rhodium, c'est-à-dire ça ne bouge pas, ça ne change pas de couleur. Le rhodium, c'est une petite couche de platine. Et ça, c'est en acier. Le reste, comme je vous le disais, c'est en cristal de roche. Et voilà le bracelet qui est fini, qui se ferme, qui peut se mettre des deux côtés. Un bracelet réalisé en 15 minutes, c'est à la fois rapide et personnalisé. Alix fait partie des 50 exposants présents. Parfait, merci. Voilà, comme vous le... Parmi eux, une autre artisan d'art, Fleur. Assistante réalisatrice pendant 30 ans, elle a changé de métier il y a 7 ans et a fait de sa passion une profession. Je dessine d'abord le motif sur une papier A4, voilà. Et après, je regarde si ça peut, je fais des essais, si ça peut correspondre à l'objet lui-même, parce que chaque objet demande une forme différente. Donc, je dessine à main levée, ça veut dire que c'est une pâte. Je suis à peu près à 2 cm de l'objet. J'utilise comme un crayon, je laisse tomber les pâtes et je dessine le contour que vous voyez ici. Après, quand il est sèche, je cuis au four. Après, je mets le peinture vitrail. Une manifestation proposée par le Lions Club de Rambouillet qui permettait de collecter des fonds pour financer des actions caritatives de l'association. Directement du producteur au consommateur, c'est l'opération lancée par le Parti communiste ce jeudi soir en partenariat avec le mouvement des exploitants familiaux, le PCF, qui veut ainsi prouver que l'on peut acheter des produits de qualité à un coût convenable. C'est la 3e année que cette opération se met en place. Un producteur pourra par exemple proposer de la viande charolaise à 14 € le kilo. Cette vente va se dérouler ce jeudi 17h30 devant l'ancienne mairie de Trappes, également à Saint-Cyr-l'École, devant l'école Jean Massé, cette fois-ci à 19h. On écoute Jean-Yves Maximilien, c'est le secrétaire de la section du Parti communiste français sur Saint-Cyr-l'École, justement.
C'est de la viande qui est donc produite dans l'Allier, qui est transformée dans l'Allier, et le producteur, lui, suit sa viande. Hein. C'est bien sa viande qui va être dans nos assiettes bientôt. Ce qui se passe, c'est que la grande surface, la grande coopérative qui achète, en fin de compte, souvent, elle tend à baisser le prix d'achat aux producteurs, et du fait en effet des différentes marges des intermédiaires, elle arrive dans la grande surface à un prix nettement plus élevé, parce que tout le monde s'est servi un petit peu, quoi. Donc nous, justement, on remet en cause ce système, et donc on prouve que c'est possible de faire autrement, avec cette mise en relation directe du producteur au consommateur. Et les personnes intéressées peuvent réserver à l'adresse mail qui s'affiche et qui va s'afficher, voilà, qui est à l'écran à présent. C'est la fin du journal de ce mercredi 6 mai. Je vous retrouve demain, mêmes horaires, pour une nouvelle édition. Très bonne soirée.